Le couple conjugal qui va passer au couple parental est finalement dans cette phase d'accueil de leur enfant à l'image de ce qu'il était déjà précédemment. Quand un couple en fait se forme, il y a déjà donc cette dimension d'être ensemble et de former une nouvelle entité, et le projet parental en fait il intervient dès le départ. AVS avec Philippe Robichon. À votre bonne santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Alors ça va pas être facile d'en placer une ce matin. Nadia Elboga est avec nous, bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Et quand je dis que ça va pas être facile d'en placer une ce matin, c'est parce que Karima Chadibaou est avec nous. Oh là là Philippe. Non, c'est l'alliance des deux, je disais Oui. pas ça. En fait, si vous voulez, c'est... Là nous sommes dans un espace intersidéral cosmique. Coach familial et parental et fondatrice de l'école de naturopathie l'ENAT à Saint-Ouen. Vous nous avez gâtés aujourd'hui, Karima, merci, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi, meilleurs vœux à nos auditeurs, plein de belles choses. Bien, alors c'est un des motifs de consultation les plus fréquents quand les couples disent on ne se retrouve plus, et quand on leur demande on se retrouve plus par rapport à quoi, eh bien on se retrouve plus comme avant, et quand on leur demande ce qu'était avant, eh bien c'était avant l'arrivée des enfants. On va parler donc du couple conjugal au défi du couple parental. C'est si difficile de passer de l'un à l'autre, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Alors, c'est pas en termes de difficulté qu'on devrait se poser la question, mais, me semble-t-il, mais c'est en termes de préparation. C'est-à-dire qu'en réalité, le couple conjugal, et on va le voir avec Karima, qui va passer au couple parental, est finalement dans cette phase d'accueil de leur enfant, à l'image de ce qu'il était déjà précédemment. Donc, si il n'y a pas... ou effectivement quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, éprouvé ou dégradé. Donc s'il n'y a pas eu un travail au préalable, un questionnement préalable, une préparation préalable, on ne peut pas s'étonner de voir effectivement une difficulté, comme vous dites, lorsque le couple parental apparaît. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'on ne passe pas automatiquement du couple conjugal au couple parental. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça normalement, j'ai envie de dire. Alors, instantanément à la naissance de bébé. Ça dépend, je laisserai la parole à Karima. Ça dépend ce que vous entendez comme passage. C'est-à-dire que le couple parental, ce n'est pas uniquement le passage, ce n'est pas uniquement lors de l'apparition d'un bébé palpable. On est en processus de couple parental déjà bien en amont quand il y a la préparation du projet d'accueil d'un enfant, me semble-t-il, Karima. Absolument. Et quand un couple en fait se forme, donc un homme et une femme, il y a déjà donc cette dimension d'être ensemble et de former quelque chose, de former une nouvelle entité, et le projet parental en fait il intervient dès le départ. C'est-à-dire que quand on va choisir son conjoint, la personne avec qui on veut partager sa vie, vivre une aventure, vivre des choses qu'on a envie de réaliser en fait, le parent il arrive derrière. En fait il est comme un peu à l'arrière-plan. On sait qu'on veut des enfants. On sait quel homme, quelle femme on est dans le couple, mais on ne sait pas en fait quel parent on va devenir. Et donc, juste pour terminer, juste ce parent, ce projet, il est en fait, il est comme en filigrane et un peu en arrière-plan. C'est pour ça que le glissement du couple conjugal au couple parental, la plupart du temps, on oublie le couple conjugal et on n'est plus que des parents. Mais tout le monde fait bien la distinction entre les deux ou pas ? Est-ce que tous les couples ont vraiment conscience qu'il y a ce couple conjugal et ce couple parental, ou c'est une notion qu'effectivement ils n'ont pas forcément ? Les gens pensent faire la distinction, si vous voulez, verbalement, mais dans leur vécu, dans leur intériorité, ils ne font pas la distinction. Mais en fait, il y a un amalgame des deux. C'est pas la même chose, en fait. Alors, c'est pas la même chose, et même on pourrait même rajouter une autre notion, puisqu'on parle de couple conjugal, de couple parental, mais en réalité, il faudrait peut-être aussi parler de couple coparental. Parce que quand c'est comme dans un couple, hein, on est deux entités. Quand ces deux entités en fait se croisent, elles forment un nous, hein, qui est ce couple. Hein, donc 1 + 1 = 3 dans cette situation-là. Pour le couple parental, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez les deux entités qui se croisent. On a le couple parental et ce que l'on
projette par rapport à son vécu, on en reviendra après, par rapport à son histoire, par rapport à ce que l'on transporte, les bagages que l'on transporte. Mais il y a aussi ce que l'on va mettre ensemble. Ce qu'on va tous les deux parents mettre ensemble dans ce panier-là pour pouvoir accompagner et faire naître ce couple parental-là. Donc, me semble-t-il, je ne sais pas ce que tu en penses, Karima, j'ai, moi en tout cas, cliniquement pas l'impression que ce soit réellement du tout séparé comme ça. C'est pas séparé, et à quel moment on s'en rend compte? Moi, en tout cas, dans mon expérience en tant que thérapeute, c'est ce que je vois, en fait, c'est quand il y a séparation. Quand il va y avoir une séparation, exactement, un divorce, et donc la distinction, on se dit, en fait, elle arrive malgré eux, dans le sens où, comment on va faire? Donc au moment de la séparation, donc c'est le couple conjugal qui se sépare. Exactement, on est d'accord. Exactement. Et c'est ce que j'explique aux enfants. Je lui dis, c'est le couple, l'homme, l'épouse et l'époux qui se séparent. Alors administrativement parlant, oui, mais parfois c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ça dépend comment la séparation s'est faite. Si la séparation a été unilatérale, dans la tête, et c'est là où la confusion va commencer, dans la tête d'un des deux, il va toujours y avoir cette jonction entre le couple conjugal et le couple parental. Oui. Alors que quand c'est une séparation de commun accord, oui, effectivement, là on peut dire qu'il y a dissolution du couple conjugal. Donc la dissolution du couple conjugal, et on divorce de son conjoint, on ne divorce pas de ses enfants. Et ça, on l'explique, c'est-à-dire c'est le couple, ça y est, leur histoire est terminée, c'est le moment en fait de créer une autre histoire, une autre manière d'être en relation, une autre manière en fait d'être dans le couple conjugal, bien sûr, hein, l'un pour l'autre. Et du coup, moi, ça m'arrive de vraiment d'accompagner où couple conjugal, ils s'entendent pas du tout, ils ne se supportent pas. À partir du moment où il s'agit d'une relation amoureuse, d'amante, et de pouvoir répondre aux besoins l'un de l'autre, même si moi je suis pas trop d'accord là-dessus, mais bref, ça c'est un autre sujet. Et sur le couple parental, ils s'entendent très bien. Ils arrivent à prendre des décisions ensemble, à répondre aux besoins de leurs enfants. Pourquoi? Parce que dans cette identité de rôle de parents, ils sont très à l'aise. Pourquoi? Parce que probablement, ils l'ont beaucoup travaillé. Ils se sont projetés, ils ont imaginé, ils ont travaillé sur leur projet familial, mais pas sur le projet conjugal. Dans mon projet familial, comment je fais vivre l'espace, le territoire du couple? Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'après, il y a une confusion. Je suis une mère avant tout, je parlais surtout des femmes, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai traversé quand j'ai eu mes enfants. Je n'existais plus en tant que femme, en tant que conjointe, épouse. J'existais en tant que mère, parce que pourquoi ? J'étais tellement bien dans ce rôle de mère. Tout le temps, ou vous faisiez des allers-retours? Les allers-retours, je les faisais. Moi, j'aime bien être... quand je suis au bord du précipice, je suis plutôt quelqu'un qui est un peu borderline. Et quand je suis au bord du précipice, où je vois que la relation, elle risque de se briser, où il y a quelque chose, hop, je dis, ok, rappelle-toi, tu es aussi une femme. Tu es aussi une femme avec des désirs, avec des besoins, une intimité partagée. Et tu n'es pas qu'une mère. Et du coup, j'ai dû refaire tout le travail pour me relier à cette femme qui a fait le choix de ce conjoint. J'ai vu en lui le père de mes enfants, mais est-ce que j'arrive encore à voir en lui mon compagnon de vie? Et c'est ça, elle est là la difficulté. Le couple conjugal ne cesse pas d'exister avec l'arrivée des enfants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se jouer à l'arrivée des enfants? Vas-y, Nadia. Oui, il y a différentes choses qui vont se jouer effectivement. Déjà, l'arrivée des enfants peuvent mettre en lumière le manque chez l'un ou l'autre. Ça peut être un manque lié à son histoire personnelle, à son évolution personnelle. Donc, ça peut mettre ça en lumière. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas oublier que dans le couple parental, il va y avoir... Vous parliez de va-et-vient dans le couple conjugal. Il faut se rappeler les allers-retours. Oui, et ces allers-retours vont se faire aussi dans l'entrée dans le couple parental, parce que s'il y a, par exemple, un manque quelconque, peu importe, en tout cas un manque affectif, on va reprocher à l'autre justement de ne plus le combler, alors que précédemment dans le couple conjugal, ce manque était comblé. Et donc, cet enfant qui arrive là devient l'alibi de voilà, c'est maintenant tu es centré vers quelqu'un d'autre et moi je suis oubliée, donc je ne suis plus ta femme, je ne suis plus ton homme comme je l'étais précédemment. Donc il y a ça qui se joue.
qui se joue. Et puis aussi, être parent, c'est vraiment un rôle. On développe, en fait, l'identité, c'est un processus. Vraiment. C'est-à-dire que dans cette identité de rôle, il y a tellement de gratification, on se sent tellement bien, et puis vraiment de porter son enfant, et il y a une autre dimension, en fait, de notre être qui se développe, qui du coup vient absorber ou avaler ou étouffer ce rôle, en fait, dans le couple. Et du coup, on croit, en fait, c'est une illusion, hein, on croit qu'on n'a plus besoin du couple. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis aux parents. Je dis, ok, ce couple, il n'existe plus. Ce couple conjugal. Pourquoi ? Parce que c'est le couple parental qui a phagocyté, en fait, qui a avalé votre identité de rôle. Mais c'est une partie de vous, quand même, qui s'efface. Parce qu'il y a un réajustement qui se fait. Elle s'efface, pourquoi ? Parce que c'est un temps de vie où j'ai besoin d'investir ce rôle de mère, ce rôle de père, pleinement, au service de cette personne qui est en train de naître et qui est sous notre charge. Et donc, je dis aux parents, ne fermez pas la fenêtre complète. Pour le moment, le contexte vous demande d'être complètement engagé sur votre rôle de parent, notamment à la naissance, mais aussi au moment de l'adolescence. Mais avec nos conditionnements, notre manière d'être au monde, les modèles qu'on a vus de nos parents, dans notre culture arabo-musulmane, on voit la femme, elle disparaît au détriment de la mère. La mère, elle reste, elle prend cette place. Et c'est elle qui décide de tout, et c'est elle qui conduit le projet familial, d'accord ? Mais qu'en fait, au moment où ses enfants s'en vont, et c'est là où on se pose la question, on dit ok, je suis plus la mère, je réponds plus aux besoins de mes enfants, ils ont grandi, ils sont autonomes, ils sont indépendants, ok, le syndrome du nid vide, ils sont tous partis, et finalement, et puis on regarde son compagnon et on se dit, oh purée, ouais, d'accord, bon, il faut qu'on réinvente quelque chose là, parce que là, c'est pas possible. C'est assez universel quand même, hein. C'est pas uniquement dans les cultures arabo-musulmanes, parce que tout simplement, de façon universelle, on a mis la mère sur un piédestal, et la femme reste toujours cet être un peu suspect, un peu, on lui suspecte une puissance cachée, enfin voilà, c'est encore un autre débat, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Il y a aussi un autre élément aussi, il y a la désillusion. La désillusion par rapport à la fonction de l'autre. C'est-à-dire, je t'attendais, toi, père ou toi, mère, à cet endroit-là. Oui. Je t'attendais me soutenant de telle façon. Oui. Je t'attendais présent ou présente de telle manière. Et là, tu n'es pas à la hauteur d'eux. Oui. Donc ça aussi, c'est un élément qui peut impacter le couple conjugal. On parle justement de ce qui se passe à l'arrivée du premier bébé, à l'arrivée du premier enfant. Eh bien, le couple qui était conjugal devient un couple parental, mais l'enfant n'est pas forcément le couple en péril. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples conjugales qui vont faire un enfant pour ressouder le couple. Ça, on l'entend, hein, qui disent on va faire un enfant pour justement ressouder notre couple, revivre des choses, et peut-être qu'en explorant une autre manière d'être ensemble, on va peut-être y arriver et maintenir ce couple vivant. Tout dépend aussi du... Ça, c'est l'enfant qui sauve le couple. Oui, l'enfant sauveur. Qui est censé sauver le couple. Oui. Mais après, on l'entend, c'est vrai que quand les gens sont ensemble depuis un certain nombre d'années... Oui, c'est ça. Après, je remets ma casquette sexo. Il faut quand même noter que la façon dont le couple fonctionne sexuellement a aussi un impact sur comment va impacter, comment le bébé va impacter en fait l'arrivée. Comment il va impacter le couple, comment son arrivée va impacter le couple, j'y arrive plus. Donc du coup, si vous avez un couple qui était très fusionnel avant et les deux étaient le centre de tout, oui, effectivement, là, le tiers qui est le bébé va arriver un peu en faisant imploser et voire exploser le tout. Si après vous avez deux personnes qui vraiment mettaient leur sexualité effectivement au centre, mais il y avait chaque individualité quand même présente de chaque côté, il y a quand même peu de chances que le bébé vienne détruire ce fonctionnement-là, parce qu'ils étaient femmes et hommes avant l'arrivée, et pleinement, ils le vivaient pleinement. Donc, il y aura un temps de bouleversement qui est tout à fait normal dans les premiers temps, mais très vite, ils retrouveront en fait leur repère. Oui.
et notamment quand l'enfant ne fait pas encore ses nuits, il vient troubler, en fait il vient dans le lit conjugal, donc il y en a un qui va immigrer, il va prendre le bébé, il va aller dormir dans la chambre, et puis du coup s'y habitue parce qu'il y a la fatigue physique, parce que c'est dur l'arrivée de bébé, on n'a même pas parlé de la tempête hormonale de maman qui vient et qui se dit elle est complètement centrée sur son bébé et qui regarde l'autre et qui attend un moment où il peut avoir sa femme pour lui et la retrouver, qui se dit ok, c'est à quelle heure qu'on se retrouve, et qu'elle qui a juste envie d'être avec son bébé. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en elle. Bon, je parle beaucoup du côté de la femme, donc, mais bon, les bonhommes aussi, les messieurs aussi, quand ils découvrent les joies de la paternité, d'accord ? Ok, et qui décide aussi de se réveiller la nuit et d'aller migrer dans la chambre du petit et laisser maman dormir dans le lit, dans le grand lit. Alors c'est marrant parce qu'on voit justement comment est-ce qu'on se réadapte et comment est-ce qu'on réaménage les territoires de chacun, d'accord ? Et la difficulté, c'est attention de ne pas s'installer dans des habitudes, surtout quand maman allait. Quand maman allait et que faut partager là. Oui, faut partager et être juste. À chacun sa place. Et souvent, les femmes disent oui, non mais moi j'ai pas besoin. Non mais là ça va, il me comble tellement mon bébé. Elle le regarde, elle est en admiration totale, et donc elle l'a oublié. Non. Et là c'est là où les hommes. Elle a oublié son mari. Elle a oublié son mari. Parce que en fait, il est aussi le mari en admiration devant sa femme qui est devenue une mère. Et là, avec tout ce que tu disais, Nadia, ce statut de la mère, ok, très bien, mais attention. C'est juste un moment. Maintenant, il faut qu'elle reprenne aussi et que lui reprenne. Parce qu'il va être pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, Nadia. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais contrebalancer ce que tu dis, justement. D'accord, je me prépare. Là, il est le gardien de la forteresse aussi. C'est-à-dire qu'il va garantir, au moment où maman, elle oublie qu'elle est l'épouse aussi et qu'elle l'a pour sa vie de femme et que c'est important pour elle, qu'elle l'oublie, lui, il est là aussi pour le lui rappeler. Lui dire, oh, très bien, parce qu'elle est tellement dans cet amour aussi inconditionnel envers son enfant qu'elle lui donne tout son temps, tout son amour, toute sa sollicitude, toute son attention, et que le papa, le mari, donc là on va l'appeler comme ça, il est là aussi pour lui dire ok, ce serait bien aussi de redéterminer, repartager notre temps d'une manière qui soit satisfaisante pour chacun d'entre nous. Alors oui, je disais que j'allais contrebalancer parce que de plus en plus, moi je vois quand même des couples où ce que tu décris comme état fusionnel avec l'enfant, c'est du côté du papa. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment des papas qui sont vraiment dans une couvade, qui commence d'ailleurs très souvent pendant la grossesse, et ils sont dans ce surinvestissement même très 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 présent. Ils sont même limite désolé qu'il y ait un allaitement maternel. S'il pouvait se faire greffer des seins, il le ferait volontiers. Mais je sais vraiment pas pour blaguer, c'est une réalité. Oui. Ils sont en souffrance même pour certains à ce moment-là. Et du coup, on a l'effet inverse, c'est-à-dire des femmes qui ne retrouvent plus leur mari parce que ce sont des hommes qui sont sur un surinvestissement de leur paternité. Et du coup, il y a comme une espèce de reconnexion avec une certaine virilité, alors pas la virilité au sens sexuel du terme, mais voilà, il y a une part de leur identité là qui se révèle ou qui se se recolmate ou se reconstruit, et c'est de plus en plus j'ai l'impression, en tout cas je vois moi début de mes études il y a quelques années, et là c'est vraiment un phénomène que je rencontre de plus en plus. Alors évidemment on a toujours le fonctionnement traditionnel que tu décris, mais la reconfiguration des rôles femmes-hommes donne quand même l'apparition de ce fonctionnement-là également. Et donc du coup, ce sont les femmes qui vont revendiquer en fait. Qui disent voilà, je retrouve pas mon homme, je retrouve pas mon mari, et il est que papa, il a Dieu que pour que pour notre fils ou notre fille. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la même chose que ce soit une fille ou un fils, ou pas pour les papas? Alors après, ça c'est du cas par cas. Effectivement, moi je veux pas rentrer dans les explications psychanalytiques du garçon, enfin de la mère qui aurait Dieu que pour son garçon, ou du père que pour sa fille. Je sais pas s'il y a des études là-dessus. Est-ce qu'on peut justement se dire que dans ces cas-là, maman c'est le petit garçon et papa c'est la Alors il y a fille. des études, sauf que les études qui sont faites, ce sont des études avec les lunettes psy, et donc on prend pas la dimension sociologique. C'est-à-dire que on omet
permet dans ces études-là de prendre en considération l'impact que l'on a sur l'éducation des filles et l'éducation des garçons. Et forcément, ça a un impact sur la représentation que va avoir un futur papa ou une future maman par rapport... je prends un exemple concret. Un homme, par exemple, qui aurait pas eu une enfance, une proximité avec son papa, va effectivement peut-être rechercher à recréer cette proximité qu'il n'a pas eue avec son fils, et puis recréer ce cocon-là. Ça ne veut pas dire que il préfère forcément le garçon par rapport à la fille, mais c'est que dans son histoire, il reconstruit quelque chose dont il a peut-être pas bénéficié, ou en tout cas un manque. Donc c'est vraiment du cas par cas. Moi, je me méfie de toutes les théories préconçues et qui généralisent comme ça, d'autant plus sans prendre en compte en fait les structures sociologiques qui se construisent, que l'on construit tous, les uns et les unes. Ce qui se joue dans le couple conjugal, c'est pas du tout la même chose à chaque enfant. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau qui se joue, ou c'est toujours la même chose? Moi, au premier enfant, au deuxième enfant, au troisième enfant? Moi, je dirais que tout dépend du cheminement de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, si il y a eu une problématique qui est apparue dès le premier enfant, qui a été identifiée et que du coup, il y a eu un accompagnement de part et d'autre, il y a peu de chances que ça se reproduise, ou en tout cas, la personne sera capable d'identifier ce qui l'a fait fonctionner de telle ou telle manière. Maintenant, s'il n'y a absolument pas cette... comment dirais-je, cette subtilité, enfin cette identification, oui, ça peut se répéter à chaque enfant. Après, de manière différente. Oui. Oui, vas-y. Ça dépend, oui, je dirais aussi ça dépend du sexe aussi de l'enfant. Si c'est une fille ou si c'est un garçon. Quand, par exemple, dans les couples que j'ai pu accompagner dans leur projet parental et familial, ou quand ce sont des filles. Des premiers enfants, une fille. Alors attention, le couple donc conjugal. Il y a des choses que le père ou le mari, je veux dire le mari, comme ça on va bien l'identifier de quel couple je parle. Le mari qui dans sa relation avec sa femme, dès qu'il a une fille, en fait, il y a la relation du mari-femme change. Pourquoi ? Parce que on a une fille, attention, dans ce qu'on veut lui transmettre, dans ce que c'est qu'être une femme, dans ce que c'est que et donc on trouve pas la même chose quand c'est un garçon. C'est ce que je dis, c'est en relation avec les représentations qu'on a. Et les conditionnements de notre expérience de vie des parents. Donc, à chaque enfant, quand un enfant paraît, que ce soit un garçon ou une fille, c'est vraiment des ajustements donc sociologiques, tu l'as dit, et psychologiques aussi. Ouais. Et ce rapport pour les hommes, ce rapport à la femme, moi je le vois, j'accompagnais un couple, donc ils ont eu deux filles. Et le garçon arrive. Et le papa dit, alors attention, le garçon, je veux que ce soit un homme. Alors qu'avant, il disait pas, je veux que ma fille soit une femme. D'accord ? Et pour lui, c'est ma fille. Qu'elle soit une femme. Voilà. Alors, je veux que ce soit un homme. Et je lui dis, mais monsieur, c'est quoi pour vous un homme ? C'est comment un homme ? Il dit, un homme. Donc, je vais l'éduquer et je vais le faire grandir dans la dureté. Comme ça, alors je dis, ok, d'accord, donc pour vous, être un homme, c'est synonyme d'être dur. Il me dit, oui, vous voyez, j'en prends conscience en vous le disant, qu'avec mes deux filles, en fait, c'était plutôt de la douceur pour qu'elles développent leur féminité. Bon, on est très dans les stéréotypes, d'accord. Quelqu'un qui est dur, c'est pas forcément un homme, d'accord. Donc, pour lui, c'était de cette manière-là et donc, du coup, dans sa relation avec son épouse, transformation. Il commence à développer, lui, sa dureté. C'est-à-dire qu'il devient le maître à la maison et tu feras ceci ou tu feras pas cela. Le décret, quand il parle, il décrète. Le modèle exactement. Et donc, du coup, le couple conjugal change, se transforme. Tiens, avant, je te demandais pas si je peux sortir ou pas. Maintenant, tu veux savoir où je vais, ce que je fais, avec qui je suis. Il dit oui, parce qu'on a un fils.
et mon fils, je veux lui montrer. Donc, vous voyez, hein, Philippe, c'est pas toujours évident, quoi. On parle du couple conjugal versus le couple parental. Et maintenant, on attend que vous nous donniez des trucs pour bien passer de l'un à l'autre. Vous aviez dit tout à l'heure que ça se préparait, Karima. Oui, ça se prépare. Donc, le projet familial et donc conjugal et parental. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et donc, comment on le prépare? C'est simplement déjà aller vérifier les projections de chacun. On est tous les deux un couple, d'accord? Dans notre relation de couple, pour le moment, ça fonctionne bien, ça se passe bien. Tu es un homme, je suis une femme, d'accord? On répond chacun à nos besoins personnellement et ensuite, dans notre couple, dans notre relation, le 1 + 1 = 3, comme tu disais, Nadia. Donc, on répond aux besoins de cette relation, d'accord? Et on va déterminer, on va dire, OK, comment toi, tu te projettes en tant que papa? C'est quoi ton rôle en tant que papa? Comment est-ce que tu le vois? Toi, ton rôle en tant que maman, comment tu le vois? Et comment tous les deux, on contribue? Ça veut dire que comment on fait les allers-retours, à quel moment on est dans notre identité. C'est-à-dire qu'on le détermine déjà dans le projet familial. D'accord? Ça veut dire le temps, on va déterminer le temps, du temps familial, du temps conjugal, du temps pour soi et du temps social. Il y a une étude canadienne qui a été faite là-dessus, sur, ils appellent ça le rectangle phénoménologique. Voilà, je vais dire ça comme ça. À ne me demander pas ce que ça veut dire, Philippe, mais voilà, bref. Je vais juste vous dire qu'il y a les deux piliers du rectangle, d'accord? La base, l'être humain, l'homme-femme avec les besoins, répondre à nos besoins. Et au-dessus, donc, en fait, le parcours de la personne, en fait, en tant qu'être humain, femme, homme, conjoint et parent. D'accord? Et donc, de ne pas se couper. C'est-à-dire qu'on va déterminer du temps pour le couple. C'est-à-dire, dans l'intimité. Si on n'y arrive pas, on va se donner des rendez-vous. À quel moment on se retrouve que tous les deux, sans les enfants? On va faire garder les enfants. D'accord? On fait contribuer les grands-parents, la famille ou babysitter. Enfin, vous trouvez le moyen de le faire. Mais ne pas déroger à ça. Il faut qu'il y ait des temps de rendez-vous qui soient des rituels, qui soient bien installés. Et les enfants le savent aussi. Et donc ça se prépare dans le projet familial. Pas négociable. Alors, ouais. Non négociable, oui. Je dirais même avant ça, alors déjà juste une précision qui me tient à cœur. Oui, alors je l'attendais, Nadia, parce que je vous trouvais bien calme. Attendez, attention, c'est le passage. Parce qu'on parle c'est de le passage féminité, masculinité, tout ça. Précisons qu'aujourd'hui, nous parlons du couple hétérosexuel. Oui, d'accord. Non, mais parce que je suis désolée, mais même dans la communauté musulmane, il y a des couples homoparentaux et il y a un couple conjugal et il y a un couple parental. Donc, excusez ceux pour qui ça va écorcher les tympans. Les oreilles, oui. Mais c'est une réalité. Je ferme la parenthèse. Donc, mais quand je parlais de masculinité... Mais en plus, je sais que Karima acquiesce complètement. C'est pas ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit conjoint. Après, conjoint, tu lui donnes la forme que tu veux. C'est juste pour qu'on perde pas une partie c'est important. Des auditeurs et des auditrices qui vont pas se sentir du tout concernés alors que on les inclut dans ce que l'on dit, effectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Karima à un instant. Mais me semble-t-il, il serait intéressant de d'abord commencer à s'occuper de soi. Parce que ça, on l'oublie très souvent. Oui, absolument. Ouais, on l'oublie très souvent, c'est-à-dire que... avant de s'occuper de l'autre, on va commencer par s'occuper de soi. Oui, dans les couples, c'est ce qu'on voit, dans la maison du couple, la base, le soubassement, la fondation, c'est d'abord soi. Je peux rien donner à l'autre si déjà je travaille pas sur moi-même. Donc, se consacrer du temps, chacun sur son planning perso, et je n'ai de compte à rendre à personne sur le temps que je me consacre, parce que c'est nécessaire pour moi. Et dans le fonctionnement conjugal, c'est quelque chose qu'il faut instaurer déjà bien avant l'arrivée des enfants. Oui. C'est mon temps à moi, c'est le temps où je me ressource, parce que de toute façon, si tu veux que je puisse te donner, il faut que je puisse, moi, me donner à moi-même. C'est pas possible autrement. Donc ça, c'est un élément à rajouter par rapport à ce qu'a dit Karima. Oui, le temps personnel, le temps conjugal, le temps familial et le temps social. C'est vraiment départager son temps sur ces 4 axes-là. Donc il y a ça. Donc on a parlé de l'intimité, de se donner des rendez-vous. Oui, tout à fait. D'accord, ça c'est important. Donner aussi... Alors attendez, parce que quand vous dites se donner des rendez-vous, c'est-à-dire en cours, sous quelle forme?
Ah bah après. Programmer, ça peut être tout bête, hein, ça peut être même un rendez-vous à la maison. C'est se programmer un temps où on va se faire un dîner ensemble aux chandelles. Ça a l'air d'être bête comme ça, mais très peu de couples le font, hein, ceci dit en passant. Enfin, ceci dit, les dîners aux chandelles, je ne connais personne. Alors maintenant, il y a le bain aux bougies qui a peut-être remplacé le dîner aux chandelles. Oui. Pour une fois, utilisons une fois par semaine minimum. Hein, ça, c'était Yvon Dallaire qui le préconisait. Oui. Sortez la vaisselle. Shkoun Yvon Dallaire. Yvon Dallaire, qui est un psychosexologue canadien, qu'on a reçu d'ailleurs il y a 2 ans de ça, par téléphone. Et du coup, voilà, il préconise justement de se donner rendez-vous minimum une fois par semaine et d'organiser ce rendez-vous-là. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser notre beau salon que pour les invités et notre belle vaisselle que pour les invités, comme on dit... Ça sent le vécu, ça. Non, pas du tout. Je parle pas de moi. Je parle Vous n'avez pas un salon que pour les invités? Non, moi non. Pas chez moi. Mais voilà, je connais bien. Mais d'ailleurs, on a un adage. Le pire, c'est qu'on a un adage qu'on dit Allahumma arhamna. Oui. Donc, ça veut dire commençons par nous-mêmes. Enfin, c'est quoi déjà l'adage? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Voilà. Donc, voilà, on commence par soi-même, donc par son couple. Et il faut, même, c'est pas grave, même si on se fait une petite omelette basique avec des pâtes, on s'en fout. Pour peu qu'il y ait des bougies. Voilà, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est après, ça dépendra de la culture, hein, de votre... Non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en fait... Une anecdote là-dessus. Mais... je la raconte, je la dis à tout le monde. Non, je suis allée... Maintenant, c'est trop tard, vous l'avez dit. Alors, je vais dire, Mohamed, c'est mon mari, il s'appelle comme ça. Mohamed ne prend pas contre toi. C'est original, d'ailleurs, comme prénom. C'est très original. Et c'était au début... Je vous recevrai en consultation. Voilà, avec plaisir, ma chère Nadia. J'en rigole, c'est une anecdote, mon mari la connaît, enfin je la connais parce qu'il l'a vécu, j'imagine. Il a vécu avec moi et en fait je la raconte beaucoup aux parents pour dédramatiser un petit peu et dire voilà, il y a des choses, parents qui veulent renouer avec leur vie de couple. Et au début de notre mariage, donc on a 25 ans de mariage avec Mohamed, et au début, donc moi je suis très bougie, très, les senteurs, les machins, les trucs. Ça n'a pas changé ça, hein? Non, ça n'a pas changé, c'est mon essence, ça s'est même aggravé. Et donc je vais accueillir mon mari le soir. Alors je raconte des trucs vraiment perso là, hein, mais c'est pas grave. Donc j'accueille c'est qu'entre nous. Voilà, c'est qu'entre nous. J'accueille donc mon mari, bougies, machin, les voilages. Un autre, tu me réinviteras un autre jour, on fera la danse des 7 voiles, si vous ne connaissez pas, pour stimuler justement la libido de votre mari et la vôtre. La danse des 7 voiles, oui, il y en a qui connaissent. Prochain épisode. Et vous rigolez, mais il y a une dame, j'en ai parlé dans un atelier, une dame de 65 ans, je parlais comme ça, elle m'a dit, mais je la connais Karima, je l'ai pratiquée avant que mon mari reparte vers notre Seigneur, mais c'était quelque chose, c'était un rendez-vous habituel. J'ai dit, bon ben vous voyez, donc j'invente rien, chez Riyazad, il peut aller se rhabiller. Alors bref, Mohamed, vous lui faites tout, il y a tout. Il y a les voilages. Voilà, les voilages, les bougies, les senteurs. Et mon mari rentre et tout ça. Et il rentre et il se dit, mais c'est quoi, il me dit, c'est quoi cette ambiance chouafa? Je traduis, c'est quoi cette ambiance de sorcière? De sorcière et de voyante. Je l'ai regardé, j'ai dit, purée. Donc c'était au début. Donnez-vous du mal. Voilà, donnez-vous du mal. J'ai dit, tu sais quoi, ambiance chouafa. J'ai éteint toutes les bougies, j'ai rallumé les lumières. J'ai dit, tu sais quoi, bonne nuit. Il me dit non, mais attends. Je dis non, c'est bon, t'as cassé mon délire et tout ça. Bref. Tu sais ce que tu m'évoques là, les 5 ou 7 langages de Goffman. Oui, les 4 langages d'amour. Voilà, donc en fait, tu parles un langage et lui, il en parle un autre. Chapman, ouais. Gutman, c'est l'autre, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Gutman. Bah, c'est un peu aussi. Là, il y avait un cavalier de l'Apocalypse qui était le reproche et le blâme. Mais est-ce que vous l'avez refait? Oui, bien sûr. Alors après, maintenant, c'est lui qui le fait maintenant. Ah ouais. Il voit quand j'arrive, je suis sa chouafa. Purée, là, ce soir, on va avoir des trucs. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, juste pour vous dire, ne vous découragez pas. Même si votre conjoint il n'est pas habitué, vous lui faites découvrir un nouveau plat, découvrir un nouveau truc, bien sûr en tout bien tout honneur, bien sûr en respectant des cadres aussi, voilà. Nadia va dire qu'un. Bon bref. Ne présume pas ma place. Je fais de lecture de pensée. Ce qu'elle nous dit, Karima, de façon bienveillante. Là, elle l'a dit.
Ce qu'elle nous dit, c'est que, moi, ce que j'entends en tout cas, c'est qu'effectivement, la communication, elle est importante. Oui. C'est-à-dire qu'il faut parler. Communication non verbale, certes, mais verbale. Oui. Il faut dire clairement, là, par exemple, l'épisode que nous partage Karima, c'est sûr qu'à ce moment-là, si on remballe tout et puis on arrête là, Mohamed, il n'aurait pas avancé. Ah ben c'est clair. Donc ça, après, c'est clair. si tu lui expliques l'intention de pourquoi tu avais préparé tout ça, là, ça prend du sens chez lui et du coup, il se sent touché parce que toute cette préparation, c'était pour un rapprochement. Un rapprochement, une envie. Puis un autre cas comme ça, juste pour dire que c'est vraiment important d'installer ces moments où j'avais une de mes patientes qui avait justement des difficultés à être dans ce lien, dans cette intimité, qui se trouvait trop être parent. Et donc, je lui dis, écoute, prépare une soirée, invite-le, fais-lui vraiment. Et habille-toi. Et elle me racontait, parce qu'après, elle est revenue, elle m'a dit, elle n'était pas bien, parce que justement, elle a senti ça comme beaucoup de reproches de la part de son mari. Et elle me dit, voilà, je me suis habillée, j'ai porté un truc, voilà, c'est sexy, tati-tata, bref. Et elle me dit, il est arrivé, il a dit, mais c'est quoi ? On dirait que tu vas faire le tawaf autour de la Kaaba. Et il lui dit, c'est quoi cette tenue ? Bref, c'est pour vous dire qu'aussi, les conditionnements, les habitudes, on la vie dure. Je lui dis, tu aurais dû lui dire, ce soir, c'est toi ma Kaaba, je vais tourner autour de toi. Tu vois ? Mais donc, d'avoir de pas... En fait, on vient chacun de quelque part, notre histoire, les modèles parentaux, conjugaux qu'on a vus. Et la plupart du temps, nos parents, et nous-mêmes aussi, quand nous devenons parents, on oublie. Et donc, du coup, on ne sait plus comment être avec l'autre, ce qui lui plaisait, ce qui ne lui plaisait pas. Et donc, de renouer un petit peu avec ça. Donc, il y a tout un travail à faire. Et j'ai envie de dire à nos auditeurs, ne pas attendre que ça se fasse naturellement tout seul, comme ça. Non, ça ne tombera pas du ciel. Il faut l'anticiper, le préparer et le nourrir. Après, dernier élément qui est important quand même, parce qu'on parle du couple parental et du couple conjugal, il faut que le couple conjugal puisse fixer des limites aux enfants. Oui. Clairement. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'entre pas dans la chambre sans frapper. Il faut, moi je le dis et je le dis de façon décomplexée, il faut sacraliser le lieu en fait où il y a des échanges intimes, conjugaux. Mais tu vois, toi tu dis sacraliser, moi je l'appelle, quand je le dis aux parents, je dis on respecte l'alcôve nuptiale. C'est vraiment une alcôve, c'est-à-dire un lieu sacré, un lieu qui doit être protégé et même de nos enfants. Mais ça, si on le dit pas, si on fixe pas les limites à l'enfant, en fait, l'enfant, ça commence effectivement de l'allaitement maternel au cododo et puis à 15-20 ans et ça ne s'arrête plus en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un envahissement permanent. Alors que si vous signifiez clairement les choses au départ, l'enfant est en mesure, quel que soit l'âge, de faire la différence entre le couple conjugal, donc les deux amoureux que sont ses parents, et les parents qui sont à son service. Bien, vous réécoutez l'émission si vous n'avez pas tout entendu, que vous voulez savoir effectivement tout ce qu'il faut faire. Karima, vous donnez beaucoup d'éléments sur l'organisation et le décor. On a bien compris. On attend les 7 voiles quand même. Oui. La danse des 7 voiles, mais c'est pour une autre émission. Ça sera pour une autre émission. Je suis très impatient. Donc vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Passez une très très belle journée santé sur Beurre FM.